Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un épisode bouleversant de Plus belle la vie, encore plus belle, celui du vendredi 27 juin 2025. L'épisode 364. Un épisode choc qui mêle trahison, addiction, révélation et moments d'émotion pure. Alors que la lumière semble revenir peu à peu dans la vie de Chloé. Miraculeusement sauvée d'une amputation, une autre chute s'annonce, bien plus sombre, celle de Samuel, flic brisé, dont les secrets éclatent enfin au grand jour. Jennifer découvre l'impensable dans une ruelle sombre de Marseille, l'homme qu'elle aime est prêt à tout pour soulager sa douleur, même à sombrer dans l'illégalité. De son côté, Morgan est sur le point de tout révéler, tandis qu'Idriss, rongé par la culpabilité, vacille entre loyauté et conscience professionnelle. Au même moment, Babette vit une parenthèse de tendresse sur le port avec Sorigny, sans se douter que Patrick, de retour au commissariat, découvre une lettre qui va le bouleverser à jamais. Et pour ajouter une touche plus légère à ce cocktail d'émotions, Myrtha, fidèle à elle-même, fait sensation au concours de pétanque du Mistral. Attelle au poignet et boule en main. Un petit moment de grâce au cœur de la tempête. Restez bien avec nous pour tout comprendre de cet épisode haletant, où chaque regard, chaque silence, chaque mensonge a un prix. Le claquement discret de la porte d'entrée résonne dans l'appartement. Jennifer reste figée un instant dans la cuisine, le regard perdu dans sa tasse encore chaude. Samuel vient de partir, une fois de plus. Il lui a lancé, en enfilant sa veste. Je rentre tard. J'ai rendez-vous avec Ulysse. On doit discuter de la succession de ses parents. Un ton neutre. Presque trop maîtrisé. Un regard fuyant. Et ce détail qui ne passe pas, le code de son téléphone a changé. La veille, en rangeant le salon, Jennifer avait tenté de le consulter, un peu par réflexe. Un peu par instinct. Juste pour vérifier. Comme elle le faisait parfois. Mais le code n'était plus le même. Un verrou. Une barrière soudaine. Dès que la porte se referme, le calme du salon se remplit d'un autre silence, plus lourd. Jennifer s'assoit devant l'ordinateur de Samuel. Elle hésite, ses doigts suspendus au-dessus du clavier. Puis elle se connecte à son compte bancaire. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle cherche. Mais quelque chose, dans l'attitude de Samuel ces derniers jours, sonne faux. Et là, sous ses yeux, la liste défile. Des retraits en liquide. Fréquents. Parfois élevés. Pas de facture, pas de notes explicatives. Pas de traces de rendez-vous avec Ulysse, ni de dépenses liées à un notaire. Jennifer se fige. Son cœur cogne plus fort. Une boule d'angoisse monte. Plus tard, assise à la terrasse du Mistral, elle vide son sac à Barbara. Je sais pas, j'ai peur de devenir parano. Mais il m'a menti. Il a changé son code. Et ses retraits, c'est pas normal. Barbara l'écoute, inquiète mais prudente. Tu lui as demandé? Non. Pas encore. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de le perdre. Mais j'ai surtout besoin de comprendre. Elle passe ses mains dans ses cheveux, à bout. Faut que je lui parle. Avant que ma tête invente tout et n'importe quoi. Barbara hoche doucement la tête. Tu mérites de savoir. Et s'il t'aime, il te dira la vérité. Mais dans le regard de Jennifer, une question reste en suspens. Et s'il ne peut pas la dire, parce que la vérité est bien pire que tout ce qu'elle imagine? Dans les couloirs de l'hôpital, Morgan marche à grands pas. Son visage est fermé, son regard dur. Elle rejoint Idriss près de l'ascenseur de service, à l'abri des oreilles indiscrètes. Faut que je te parle, souffle-t-elle, à voix basse. Idriss la suit sans discuter, visiblement tendue. Une fois seule dans le local des brancardiers, elle lâche d'un trait. J'ai vu Samuel. Il a pris des opioïdes. En douce. Un silence choqué s'installe. Idriss recule d'un pas. T'es sûre de toi? Je suis pas folle. Il a glissé une boîte dans sa blouse quand il pensait que personne le regardait. Idriss secoue la tête, mal à l'aise. Non.
Tu peux pas le balancer comme ça. Samuel, il a traversé l'enfer. Tu crois pas qu'il mérite un peu de compassion? Morgan le fixe, les bras croisés. C'est pas une question de compassion? Idriss. S'il consomme, il met des vies en danger. Il y a une enquête en cours sur un vol de médicaments. Et je te parle d'un flic qui bosse avec nous tous les jours. Justement. T'as une preuve? Un enregistrement? Elle baisse les yeux, contrainte de reconnaître qu'elle n'a rien de solide. Juste ce qu'elle a vu. Non. Mais si on ferme les yeux et qu'il replonge, on portera tous une part de responsabilité. Idriss soupire, partagé. Il tient à Samuel. Mais il sait aussi que Morgan n'est pas du genre à inventer. Plus tard, dans le bureau de Patrick, Morgan fait bonne figure. Elle tient sa ligne. Toujours aucune piste sérieuse pour le vol des médicaments. J'ai vérifié tous les accès au chariot central. Aucune anomalie technique. Patrick la regarde, intrigué. Aucun mouvement suspect? Elle secoue la tête. Rien d'officiel. Mais derrière son calme apparent, Morgan bouillonne. Elle sait. Et elle sait aussi qu'il est encore trop tôt pour tout dire. Pas sans preuve. Le silence règne dans la chambre d'hôpital, seulement troublé par le bip régulier du moniteur cardiaque. Chloé est allongée, pâle mais éveillée, le regard tourné vers la fenêtre où filtre un mince rayon de soleil. Sa jambe est encore bandée, douloureuse, mais sauvée. Elle a frôlé le pire. L'amputation. Elle le sait. Et ce mot, elle n'arrive pas encore à le prononcer. Un léger coup à la porte la sort de ses pensées. C'est Luna. Doucement, elle entre, un sourire tendre aux lèvres. Une chaleur réconfortante dans la voix. Coucou toi. Je t'ai apporté des fruits et un peu de lecture. Chloé esquisse un sourire fatigué. T'aurais pu venir les mains vides, t'as déjà fait assez. Luna s'installe près du lit. Pendant un instant, elles ne disent rien. Le regard qu'elles échangent en dit long, la peur, la lutte, la survie. Puis Luna, d'un ton doux mais déterminé, pose sa main sur celle de Chloé. J'ai appelé Billard, tu sais, celui de l'ASE. Chloé se fige légèrement. Son cœur se serre. Elle n'ose pas espérer. Il m'a écouté. Et je pense qu'il a compris. Il a accepté que tu vois Elena. Au pavillon des fleurs. Les yeux de Chloé s'embrument. Elle déglutit difficilement. Tu veux dire qu'elle va venir? Elle pourra revenir me voir? Luna hoche la tête, les yeux brillants. Oui. Pas tout de suite, le temps que tu récupères un peu. Mais bientôt. Et cette fois, dans un vrai cadre. Pas en cachette, pas en urgence. Juste vous deux, au calme. Chloé ferme les yeux. Une larme coule sur sa joue. Elle murmure. Merci. Merci Luna. C'est toi qui as tenu. C'est toi qui n'as jamais lâché. Et dans cette chambre blanche, baignée d'une lumière timide, c'est un peu d'espoir qui revient s'installer. Doucement. Solidement. Place du Mistral, l'ambiance est électrique. Sous un ciel bleu piqueté de nuages légers, les joueurs de pétanque sont en place, les spectateurs massés autour du terrain improvisé. Chacun tient son gobelet de café ou de citronnade, et les commentaires fusent de tous côtés. Aujourd'hui, c'est le grand concours annuel de pétanque du quartier. Et Myrtha a enfilé son gilet officiel d'arbitre, même si elle porte toujours une attelle au poignet depuis sa dernière chute au marché. Droite comme un i, le regard vigilant. Elle veille au bon déroulement du tournoi avec toute la rigueur d'une juge fédérale ou presque. Face à elle, Robert, moustache frémissante, concentration extrême. Il trépigne d'impatience. Déjà crispé par un tir manqué d'un adversaire, et surtout, par l'ambiance trop détendue à son goût. Non mais sérieusement. C'est pas un pique-nique ici, c'est une compétition, grogne-t-il. Lançant un regard noir à Yolande, hilar, qui rigole avec Nisma entre deux lancers. Myrtha lève les bras pour calmer la tension. Robert, je te rappelle que le fair-play est obligatoire. Même sous 27 degrés à l'ombre.
Mais rien à faire, Robert est en mode bulldozer, persuadé que tout le monde le provoque. Il soupire bruyamment, secoue la tête. Critique les boules adverses à mi-voix. Jusqu'à ce que le lancer décisif n'arrive. Plus personne ne veut jouer. Trop de tension. Trop de remarques. Alors, dans un silence suspendu, Myrtha s'avance. La boule de pétanque en main. Bon. Si personne n'ose le faire, je m'en charge. Un murmure traverse les spectateurs. Mais t'as une attelle, souffle Yolande, étonnée. Justement. Ça me donne un bon angle. Myrtha s'approche du rond de lancement, plie légèrement les genoux, ajuste son tir. Et dans une concentration absolue, elle lance. La boule file. Elle roule. Elle s'approche du cochonnet. Et s'arrête, à quelques centimètres. Explosion d'applaudissements. Rire. Cri. Robert, estomaqué, ne dit plus rien. Yolande glousse. Eh ben. Elle nous a tous cloués là, la Myrtha. Myrtha, sans se départir de son sérieux, remet son sifflet autour du cou. Maintenant, que ça vous serve de leçon. On peut gagner, même avec une attelle. Et tout le Mistral éclate de rire. Dans la pénombre du couloir du commissariat, Samuel interpelle Idriss d'un ton feutré, presque détaché. Mais son regard, lui, trahit une tension sourde. Idriss, t'aurais pas un contact, un mec un peu borderline, qui connaît les circuits parallèles? Idriss fronce les sourcils. De quel genre de circuit tu parles? Samuel s'approche. Baisse encore d'un ton. Des médocs. Morphine, codéine, analgésique puissant. Des trucs qui tournent dans les réseaux illégaux. Idriss le fixe, interdit. T'es sérieux? Pourquoi tu veux ce genre d'infos? Samuel lève les mains, comme pour désamorcer. C'est pour l'affaire Otero. On pense qu'il se fournissait sur le marché noir. Si je veux coincer son fournisseur, faut que j'aie un nom. Mais quelque chose cloche. Idriss le sent. Samuel évite son regard, sa mâchoire est crispée, son corps tendu comme une corde. Tu pourrais m'aider ou pas, insiste Samuel. Idriss hésite. Longuement. Puis il finit par souffler un prénom, un quartier. Un contact connu des Stups, jamais vraiment inquiété. Mais fais gaffe, Samuel. Ces types-là, tu les approches pas sans y laisser des plumes. Samuel acquiesce, déjà prêt à tourner les talons. Mais Idriss le retient. Tu vas me dire la vérité maintenant? Tu bosses vraiment sur Otero, ou tu cherches à soulager autre chose? Silence. Samuel soutient enfin son regard. Il esquisse un sourire forcé. T'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Et il s'éloigne dans le couloir, sa silhouette avalée par l'ombre, tandis qu'Idriss reste figé, le doute planté au cœur. Le couloir de l'hôpital est calme à 7 heures. Seuls quelques bruits étouffés de pas et des chariots qui roulent résonnent au loin. Idriss attend près de la machine à café, les bras croisés. L'air préoccupé. Lorsqu'il aperçoit Morgane, il l'interpelle discrètement. Faut que je te parle. Elle s'approche, le visage inquiet. C'est Samuel? Il hoche la tête, visiblement agité. Son regard se perd quelques secondes dans le vide. Mon indique, le mec à qui j'ai donné ses coordonnées. Il m'a écrit. Il voit Samuel ce soir. Morgane se fige, les bras ballants. Donc il va vraiment le rencontrer? Ouais. Et c'est là que je suis paumée, Morgane. J'arrête pas de me dire que j'ai fait une connerie. Il passe une main nerveuse dans ses cheveux. Comme pour repousser ses doutes. Mais sa voix tremble. Je veux pas croire que Samuel irait jusque-là. Mais je peux pas m'empêcher d'y penser. Et si c'était pas pour l'enquête Otero? Et si c'était personnel? Morgane murmure, presque à voix basse. T'as pas envie de le confronter? De l'empêcher? Mais Idriss secoue la tête, catégorique. Non. Je peux pas. C'est mon collègue, mon ami. Je peux pas jouer les flics avec lui. Si je me trompe, je détruis tout. Et si j'ai raison? Il s'interrompt, le regard brisé.
Alors j'aurais aidé à sa chute. Il inspire profondément, puis conclut d'une voix lourde. Ce soir, ça sera sans moi. Je veux pas en être. Morgane reste là, face à lui, impuissante. Elle voit bien que la loyauté d'Idriss se fissure, que sa conscience le ronge. Et au fond d'elle, elle sait que si personne ne réagit, la vérité pourrait leur exploser au visage. Trop tard. Sur le port, la lumière dorée de fin d'après-midi caresse les coques des bateaux amarrés. Le clapotis régulier des vagues berce l'instant, presque irréel. Babette arrive. Un petit carnet dans la main, le cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Mathieu l'attend déjà, les mains dans les poches, le regard perdu vers l'horizon. Lorsqu'il se retourne et croise son sourire, il comprend tout de suite que ce rendez-vous n'est pas comme les autres. Babette lui tend le carnet, doucement. J'ai pensé que tu pourrais continuer à m'écrire, comme tu le faisais avant. Tes mots m'ont fait du bien. Mathieu le prend avec émotion. Il effleure la couverture comme s'il s'agissait d'un objet précieux. Il ne dit rien, mais ses yeux parlent pour lui. Je te promets que je continuerai. Tant que tu voudras les lire, murmure-t-il. Et dans cette bulle hors du temps, leurs lèvres se cherchent, puis se trouvent. Un baiser tendre. Vrai. Sans mensonge. Mais à cet instant précis, à des rues de là, dans un tout autre décor, Patrick rentre dans son bureau du commissariat. Il attrape machinalement le sac de Babette, que les scellés n'enferment plus. Le cuir glisse entre ses mains, tombe au sol. Un feuillet plié s'en échappe. Patrick se baisse, intrigué. Il déplie doucement la feuille. Ses yeux s'agrandissent à mesure qu'il lit. Sa gorge se serre. C'est une lettre. Signée Sorigny. Une déclaration d'amour à Babette. Une confession vibrante. Déchirante. Authentique. Patrick reste pétrifié. Chaque mot lui tombe dessus comme une gifle. Il relit encore. Il refuse de comprendre. Pourtant, tout est là. Le trouble de Sorigny. Les silences de Babette. Le lien qu'il n'a pas voulu voir. Il s'assoit, vidé. Trahi. Perdu. Brisé. Pendant ce temps, sur le port, Babette et Mathieu s'embrassent à nouveau, dans cette lumière douce que Patrick ne voit plus. La nuit est tombée sur Marseille, et avec elle, un silence pesant s'est abattu sur les ruelles étroites du quartier. Un lampadaire grésille au-dessus de Samuel, qui s'avance à pas rapides, le col relevé, les traits tirés. Il jette des coups d'œil furtifs autour de lui. Au fond d'une impasse, un homme l'attend, capuche rabattue, main dans les poches. Pas un mot. Juste un échange de regards. Samuel s'approche, crispé. T'as ce que je t'ai demandé? L'homme sort une petite boîte, l'attend avec prudence. 400. Samuel marque un temps d'arrêt. Il sort une liasse de billets. T'es sérieux? 400 pour une boîte? C'est pas la pharmacie ici, frérot. Tu prends ou tu laisses. Un silence. Puis Samuel cède. Il tend l'argent, récupère la boîte. Le type disparaît dans la nuit. Sans un mot. Mais alors que Samuel s'apprête à ranger le flacon dans sa poche, une silhouette surgit au bout de la ruelle. C'est Jennifer. Figée. Blême. Le regard planté dans celui de Samuel. Dis-moi que j'ai mal vu. Samuel ne répond pas tout de suite. Il cache instinctivement la boîte dans sa veste. Jennifer s'avance, la voix tremblante. Tu m'as dit que t'étais avec Ulysse. Que t'allais parler de la succession. Elle a du mal à respirer. Tu mens, Samuel. Depuis des jours. Tu dors plus. Tu bouffes plus. Tu te fais du mal. Et maintenant, tu deals avec un inconnu dans une ruelle? Samuel baisse les yeux. Il souffle, las, épuisé, vaincu. C'est pas ce que tu crois. Alors dis-moi ce que je dois croire. S'étrangle-t-elle. Un silence terrible. Puis enfin, il relève la tête. J'ai mal. Partout. Tout le temps. Et j'ai honte de l'admettre.
Il sort la boîte de sa poche. La tend vers elle, comme s'il lui offrait sa chute. Je voulais juste quelques heures de calme. Quelques heures sans cette douleur qui me ronge. Jennifer vacille. Les larmes montent. Tu crois que c'est comme ça qu'on s'en sort? Tu crois que c'est ça, la solution? Samuel ne sait plus quoi dire. Il sait seulement qu'il vient de franchir une ligne. Et que désormais, plus rien ne pourra être comme avant. Et voilà, cet épisode 364 de Plus belle la vie. Encore plus belle nous laisse une fois de plus le souffle court. Alors que Samuel est désormais face à ses propres démons, que Jennifer est au bord de l'effondrement. Que Patrick découvre la vérité trop tard, les cartes sont totalement redistribuées. Ce drame intime et profond résonne avec force dans le cœur des habitants du Mistral. Et une question brûle désormais toutes les lèvres, jusqu'où Samuel est-il prêt à aller pour échapper à sa douleur? Et Jennifer pourra-t-elle encore lui tendre la main? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à liker, commentez pour nous dire ce que vous avez ressenti face à ces scènes fortes. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et croyez-moi, ce n'est que le début. À très bientôt.